bonsoir chez vous. Quelle stratégie économique le Gabon entend désormais adopter? Comment sont gérées la dette intérieure et les ressources de financement innovants en vue de la relance de l'économie de notre pays? Quid de l'assainissement et la gouvernance de la commande publique? Trois interrogations. Trois thématiques pour ce troisième numéro de Face au gouvernement sur Gabon Télévision qui reçoit ce soir les ministres Jean-Marie Ogandaga de l'économie et de la relance et puis Sosten Osungu Dibangoy du budget et des comptes publics. Messieurs les ministres, bonsoir. Bonsoir. Avec moi pour cet entretien, Patricia Lydimoulet. Patricia, bonsoir. Bonsoir Martial, bonsoir Monsieur le ministre. Alors, premier volet, la relance de l'économie. Patricia. Alors, messieurs les ministres, je commencerai par le ministre Ogandaga. Aujourd'hui, sans langue de bois, comment se porte l'économie au Gabon? Sinon, quelle analyse peut-on faire aujourd'hui? Merci beaucoup Patricia. Déjà, je n'ai pas l'habitude de pratiquer la langue de bois et les Gabonais n'ont pas besoin de langue de bois. Nous sommes là pour dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. L'économie gabonaise, comme l'ensemble des économies du monde, a été frappée de plein fouet depuis le début de cette année-ci par la pandémie de la Covid-19. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui que nous savons comment ça s'appelle. Parce que lorsque cette pandémie nous a frappés, c'était comme quelque chose d'invisible qui vous attaquait sans savoir trop qui était l'ennemi invisible qui vous attaquait. Et notre économie n'a pas fait exception, je vous l'ai dit. Comme tous les autres pays, nous avons souffert de cette pandémie. Mais comme vous le savez, ce n'est pas tant de souffrir d'un phénomène, mais le plus important est de savoir comment s'en sortir, comment y faire face et quels sont les ressorts que nous disposons pour faire en sorte que cette pandémie ne nous terrasse pas totalement. C'est pour cette raison, lorsque vous demandez qu'est-ce que nous faisons pour y faire face, nous vous disons que l'économie, avant de savoir ce que nous allons faire dans le futur, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Nous sortons de chocs très violents de notre économie. Vous avez peut-être oublié, mais en 2014, et plus particulièrement en 2015, les chefs d'État de la CEMAC se sont retrouvés à Yaoundé pour prendre des mesures de sauvetage de notre économie parce que nous étions frappés de plein fouet également par la baisse drastique des prix du pétrole. Et à la suite de cette réunion de Yaoundé, il s'en est suivi la mise en place de négociations avec le Fonds monétaire international. Pour une fois, tous les 6 pays de la CEMAC sont partis groupés pour trouver une solution parce que nous sommes membres de la CEMAC. Qui dit CEMAC dit les 6 pays, le Gabon, Cameroun, Congo, Brazza, le Tchad, Centrafrique et Guinée équatoriale. Nous sommes tous partis ensemble pour négocier justement des accords pour permettre à nos économies de sortir ensemble de cette crise. Et la mise en place, il s'en est suivi la mise en place des programmes avec le FMI et ces programmes qui, pour certains pays, ont permis justement d'avoir des flux de financement pour redresser notre cadre macroéconomique. Parce que là, il était question justement d'y faire face. Et au sortir de ces années de 2014 jusqu'à 2019, nous sommes passés d'un taux de croissance de 5%, de 0,5%, c'est-à-dire proche de zéro. Nous sommes passés de ces taux à 3,9% en décembre 2019. Donc, lorsque nous parcourons ces chemins, vous vous rendez compte que nos différents paramètres macroéconomiques se sont améliorés. Nous avons amélioré notre taux d'endettement qui était de 58%. Nous avons amélioré notre taux d'inflation, moins de 3%, c'est-à-dire inférieur à la norme communautaire de 3%. Nous avons amélioré notre taux de couverture extérieure, c'est-à-dire notre possibilité, capacité à acheter à l'extérieur. Dans combien de mois, si nous arrêtons notre économie aujourd'hui, combien de mois pouvons-nous supporter en achetant à l'extérieur sans qu'on ait à aller demander aux voisins? Nous sommes partis quasiment de moins de 2 mois d'importation à plus de 3 mois. Et par la suite, nous sommes passés au niveau de la monnaie, où nous sommes passés à un taux de couverture de plus de 78% de couverture extérieure. Ça veut dire que sur un baromètre de 1 à 100, le Gabon se situait où par rapport à l'ensemble des pays de la sous-région? Le Gabon se situait à plus de 80%. Donc,
C'est avec ces paramètres que nous bouclons l'année 2019. Par rapport à la question de Ça veut dire Patricia, que ça veut dire que l'économie l'économie gabonaise va bien. Elle se portait bien. Mais je vous ai dit que La jusque-là, crise sanitaire. la crise sanitaire arrive. C'est d'abord une crise sanitaire qui deviendra une crise économique par la suite. Parce que cette crise sanitaire, vous savez, il n'y a des richesses que d'hommes. Lorsque l'homme ne travaille pas, lorsque l'homme ne fait rien, il va de soi que l'économie en souffre parce que c'est l'homme qui est l'alpha et l'oméga de l'économie. Et c'est lui qui consomme, c'est lui qui travaille, c'est lui qui produit et c'est lui qui échange avec les autres. Donc, vous avez vu les aéroports fermés, plus d'entrée de voyageurs. Vous avez vu les ports fermés, les pays fermés, parce qu'il fallait se prémunir de cet ennemi invisible jusqu'à ce qu'on sache qu'il s'agissait d'une maladie que l'on pouvait maîtriser et soigner. Donc pendant ces temps, nous sommes partis d'une prévision de 3,9 à la clôture plutôt d'une réalisation de 3,9 à la clôture de 2019 Alors, et avec ministre, une prévision de 3,8. Depuis là, j'ai l'impression que vous ne répondez pas à ma Patricia, question. je vous réponds parce que pour comprendre, il faut connaître d'où on vient. Nous avions prévu pour 2020 un taux de croissance de 3,8. C'était ça dans la loi de finances initiale. Manque de pot avec la Covid, nous tombons dans la nouvelle loi de finances rectificative à moins 0,8. Moins 0,8, quasiment en récession. Et c'est avec ces chiffres que nous allons boucler cette année-ci et avec une dégradation possible pour aller jusqu'à moins 1,3. Parce que nous venons encore de confirmer le chiffre tout à l'heure à la réunion de l'UMAC, Union monétaire de l'Afrique centrale. Nous étions tous ensemble. Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas mieux lotis que lorsque ce que nous aurions voulu avoir 3,8, mais nous ne sommes pas non plus en récession totale. C'est-à-dire, monsieur le nous ministre, sommes dans une situation moyenne qui nous permet de nous relancer, d'où la question que vous avez posée dans le cadre de la relance de l'économie. C'est à partir de là que nous allons partir. Alors nous allons parler de la relance, effectivement. Bon, vous avez donné votre avis sur la santé de l'économie et la santé des finances. Est-ce qu'on peut se poser la question de cette manière? Globalement, monsieur le ministre, comment se portent les finances au Gabon? Le budget. Les finances sont à l'image de l'économie. Exact. Si nous avons, monsieur le ministre l'a rappelé, si nous avons une économie qui se portait bien à fin 2019, une économie qui s'est dégradée en 2020, le cadre macroéconomique également est affecté. Il est affecté parce qu'on partait d'une loi de finances où on avait assez de ressources pour une diminution des ressources entre la loi de finances initiale et la loi de finances rectificative de 283 milliards. D'accord. Donc nous avons perdu également des ressources du fait de cette crise-là. Alors face à ça, des ressources qui auraient pu être, une baisse qui aurait pu être plus prononcée si nous n'avions pas ces résultats. Saisi, pris le taureau par les cornes. Voilà. Alors, faut-il être optimiste ou pessimiste, monsieur le ministre? En 2019, le cadre macroéconomique, et vous l'avez relevé, c'était pourtant nettement amélioré et puis arrivé, vous l'avez également dit dans vos propos introductifs, la Covid-19 et ses conséquences. Pourquoi les Gabonais qui nous regardent devraient-ils être optimistes pour 2021, par exemple, après ce qu'ils ont traversé et qu'ils continuent d'endurer justement en 2020 que nous sommes? L'objectif, vous le savez, d'un plan de relance, c'est de partir d'un point connu et se projeter positivement vers le futur. Vous savez, nous sommes présentement encore dans la Covid. Toutes les activités, ce n'est pas moi qui vous l'apprendrai, vous sillonnez l'ensemble des secteurs de l'économie, n'ont pas encore repris, parce que le gouvernement s'est dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que la prévention d'une résurgence ou bien d'une relance de cette maladie serait très dangereuse. Donc, nous sommes encore prudents. C'est pour ces raisons que vous voyez que certains départements, certaines activités comme les restaurants ne sont pas totalement ouverts. Les bistrots, les boîtes de nuit, ceux qui aiment danser sont privés et ils sont obligés de danser à la maison. Bon, tout ça, ce n'est pas encore ouvert. Et c'est autant d'activités, autant de compatriotes et autant d'opérateurs économiques qui sont en attente. Donc, vous comprenez bien que l'année 2020 est une année quasiment morose. Mais nous projetons une relance pour 2021. Pourquoi? Parce que tous les paramètres que nous avons montrent qu'il y aura une reprise économique. Et aujourd'hui, les résultats, les chiffres que j'ai montrent qu'en Chine,
il y a une légère reprise économique avec un taux de croissance positif. Donc, si la Chine, qui est l'un de nos plus grands des consommateurs de nos matières premières, le bois, le manganèse et le pétrole, redémarre, cela revient à dire qu'il y a là des raisons d'espérer et de se dire que nous allons nous relancer. Donc, c'est pour cette raison, dans le projet de loi des finances que nous sommes en train de préparer, nous avons une prévision, parce que ces chiffres nous viennent aussi des relations que nous avons avec le Fonds monétaire international et que nous avons avec la CEMAC. Je vous ai dit que nous avons eu une réunion ce matin des différents ministres de l'UMAC, Union monétaire de l'Afrique centrale, qui montrent qu'il y a des raisons d'espérer avec un taux de croissance projeté à 2,7 pour 2021. Patricia, on va poursuivre. Alors, Monsieur le ministre, aujourd'hui, vous êtes aussi optimiste, vous le dites si bien. Concrètement, quelle stratégie miracle devrez-vous mettre en place pour pouvoir aujourd'hui donner encore confiance au niveau des Gabonais? Je n'aime pas le terme miracle, parce que le miracle, je ne sais pas comment on le fait. Il est souvent employé lorsqu'on revient de loin. Vous disiez tout à l'heure que nous connaissons une difficulté avec la crise. Tout est dans le travail, tout est une question de travail. Le gouvernement travaille, et travaille d'arrache-pied. Vous avez dû interroger nos collègues sectoriels, ils vont vous dire que aussi bien dans le secteur du bois, dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, tous ces secteurs travaillent et travaillent d'arrache-pied. Nous, au niveau de l'économie et de la relance et du budget, nous sommes dans la concentration, nous sommes dans la mise en cohérence de l'ensemble des efforts faits dans l'ensemble de ces systèmes, de ces départements. Il y a des raisons d'espérer. Pourquoi? Parce que dans le cadre du plan de relance, nous voulons aller vers une transformation structurelle de notre économie. Cela revient à dire quoi? Il faut diversifier davantage. Il faut diversifier parce que si nous ne l'avons pas fait, aujourd'hui, le Gabon connaîtrait une crise très profonde. Parce que, souvenez-vous que le chef de l'État a mis, depuis 2009 jusqu'en 2019, il a mis l'accent sur la diversification. Cette diversification a porté ses fruits, quand bien même, vous les journalistes, vous n'en parlez pas beaucoup. Mais a porté ses fruits au niveau des populations aussi, monsieur le ministre? Mais justement, le quotidien des populations? Mais le quotidien des populations ne peut se mesurer, madame, que sur la base de la création d'emplois. Aujourd'hui, nous avons un fleuron industriel qui est la zone économique d'Nkok. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Cette zone aujourd'hui, qui est la première zone économique de la sous-région, crée de l'emploi et crée de la valeur. Donc si nous voulons transformer structurellement notre économie, il faut aller vers l'industrialisation des secteurs à fort potentiel économique et à forte valeur ajoutée. Qui dit forte valeur ajoutée, dit là où on gagne plus d'argent. Hier, on envoyait tous les bois en grumes en Europe. Donc, valeur ajoutée zéro. Aujourd'hui, nous transformons la première, deuxième. Nous sommes passés à la troisième transformation en coque. Si vous en doutez, il faut aller voir. Hier, toute la ferraille que nous consommions au Gabon venait de l'étranger. Aujourd'hui, nous avons 2 grandes usines en coque qui produisent la ferraille pour la construction. De même, tous les matériaux de construction, pour la plupart, comme le bois, comme le ciment, c'est produit localement. Voilà autant de raisons d'espérer. Mais monsieur le ministre, Nkok, à elle seule, cette zone ne pourra garantir le chômage des Gabonais qui est suffisamment élevé. Comment... Non, le thème suffisamment élevé, je ne l'aime pas beaucoup. Il faut tout donner des chiffres. Nous avons un taux de chômage qui est aussi entre 20 et 30%. Et il frappe plus des jeunes. C'est pour cette raison, justement, qu'il faut faire en sorte que nous allions vers la transformation structurelle de notre économie pour que ces jeunes qui ont des diplômes et qui ont... C'est pour cette raison, d'ailleurs, ma collègue vous le dira, elle qui est chargée du secteur de la formation professionnelle, le chef de l'État a demandé un changement de paradigme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, nous avons beaucoup de diplômés, mais mal diplômés. L'adéquation formation-emploi. Justement, c'est pourquoi, dans le programme du gouvernement, vous constaterez la construction et la réhabilitation des centres de formation professionnelle pour que un jeune qui sort avec un diplôme trouve tout de suite un emploi. Or, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sortent avec des diplômes dans notre système universitaire, mais ils sont des chômeurs diplômés. Or, il faut changer complètement cette phase. C'est pourquoi le chef de l'État ne veut plus qu'il y ait des enfants qui passent 10, 15 ans à étudier et qui sortent et qui soient mères.
et qui se disent, mais c'est quoi ces systèmes où on nous a envoyé faire de tel ou tel, je ne citerai pas ces matières. Mais pour l'instant, il faut parer au plus pressé. Monsieur le ministre, vous parlez justement d'accélérer la transformation structurelle. Merci Patricia, de notre économie. Alors parlons-en concrètement. Comment accélérer cette transformation culturelle sur la base de quel mécanisme? Le mécanisme est simple. Nous vous avons dit, nous avons ciblé les secteurs à fort potentiel. Ces secteurs, c'est l'agriculture. Ces secteurs, c'est la pêche. Ces secteurs, c'est le bois. Ces secteurs, c'est les mines. Et bon, pour ne citer que ceux-là. Dans ces secteurs, il y a une forte demande dans la création d'emplois. Et quand il dit qu'il y a une transformation structurelle, ça vient à dire, là où on est transformé par le bois, désormais on va transformer du bois. Non seulement nous partirons de la scierie, jusqu'à la menuiserie et jusqu'à la menuiserie des pointes. La table que nous avons ici, désormais, nous produisons la même table. Les chaises sur lesquelles nous sommes assis, plutôt que d'aller acheter, d'envoyer le bois à l'étranger et racheter les meubles, désormais, si vous partez aujourd'hui dans nos ateliers, ces jeunes doivent être capables structurellement de fabriquer ces chaises et de les vendre et d'avoir plus d'argent que si on exportait le bois. Donc voilà une première transformation. Par exemple, pour ce qui est du poisson, est-ce que vous savez qu'il y a des accords de pêche que nous avons avec l'Union européenne, par exemple, depuis des années, mais on n'avait jamais débarqué un seul kilo de poisson au Gabon? Pourquoi? Mais justement, c'est parce que nous n'avions pas des infrastructures pour le faire. Aujourd'hui, nous avons le nouveau port Noipé à Ovendo, qui a un quai de débarquement de poissons. Et désormais, les armateurs de l'Union européenne qui pêchent dans nos eaux débarquent du poisson. Et ces poissons, vous le trouvez dans les magasins de Sauternes. Et il s'agit du thon. Et mon collègue en charge de ces secteurs de l'alimentation est en ce moment en train de mettre en place, dans le cadre de la réorganisation de ces secteurs, mettre en place la transformation sur place de ces poissons pour que le poisson ne soit plus exporté en gros, qu'il soit exporté, déjà transformé pour créer de la valeur. Voilà pourquoi nous parlons de transformation structurelle. Nous allons passer d'une économie d'exportation de tout en brut vers une économie qui va transformer sur place et qui va plus exporter ce qui sera déjà transformé, soit en première ou en deuxième, voire la troisième transformation, de telle sorte que la boîte de sardines, vous importez du poisson, mais vous achetez la boîte de sardines. Désormais, pourquoi ne pas faire la boîte de sardines au Gabon? C'est possible. Le poisson salé, pourquoi ne pas le saler de la mer jusqu'aux étals? On le sale et il va directement au marché et vous le vendez. Pourquoi devons-nous exporter le poisson et racheter le poisson salé? Avec toujours cette tendance, monsieur le ministre, que les prix locaux sont toujours assez élevés. Les prix locaux sont élevés jusqu'à présent, c'est parce que nous n'avons pas encore atteint les économies d'échelle, monsieur Tibinda. Aujourd'hui, si nous sommes 4 à transformer le même produit, il va de soi que nous serons concurrents. Et si nous sommes concurrents, nous allons tirer le prix vers le bas. Et à condition que tout le monde achète notre produit. Donc ça, c'est une vérité. Les prix sont élevés jusqu'à présent. C'est parce que nous sommes très peu à offrir pour l'instant. Donc il est important que nous produisions davantage. Le poulet que vous mangez, il vient de l'étranger. Mais si beaucoup de Gabonais produisent le poulet, il va de soi que le poulet du Gabon, qui sera bio, il coûtera moins cher et nous mangerons mieux. Patricia. Alors, Martial, merci encore, monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Monsieur le ministre, quelle stratégie aujourd'hui pour la poursuite justement de l'assainissement des finances publiques quand on voit aujourd'hui le mode de vie de certains hauts responsables, surtout en ce qui concerne le détournement de deniers publics? On est dans des questions de gouvernance. Je pense qu'avant d'arriver aux questions de gouvernance, il faut déjà voir les questions de l'amélioration des finances publiques même. D'accord. Alors, on vous le concède, allez-y. Voilà. Vous savez, nous sommes aujourd'hui, il a dit, il y a une stratégie de relance. Cette stratégie de relance, c'est une série d'investissements qu'il faut faire. C'est un programme national d'investissement, mais qui commence pas là maintenant. Un programme national d'investissement qui a bien commencé depuis longtemps, et qui a été affecté par de nombreuses crises, les chocs qui ont été cités tout à l'heure, et que nous adaptions en fonction de la conjoncture. Il faut donc investir pour restructurer l'économie. Pour transformer l'économie, il faut investir et il faut prendre un certain nombre de mesures structurelles, qu'il a rappelé tout à l'heure. Alors, nous sommes en 2021. L'ambition de ce budget, parce que le plan de relance est une stratégie
ne peut impacter les populations que si le budget, qui est l'instrument de politique économique, intègre ces préoccupations. Nous allons améliorer la gouvernance des finances publiques. Premièrement, par la stabilisation en améliorant la programmation budgétaire 1, premier point. Deuxièmement, en améliorant l'exécution, deuxième point. Et troisièmement, en améliorant le contrôle. La dimension points, contrôle. Actuellement, qu'est-ce qui est fait? Renforcer le contrôle. Là les trois aspects. Qu'est-ce qui est fait actuellement pour qu'on le ressente? Le premier qui sera fait, c'est le budget 2021. C'est un budget que je vous ai dit, sa vocation. Le budget 2020 a une vocation de stabilisation. Il a dit tout à l'heure, l'économie est affectée. Dans l'urgence, le chef de l'État a demandé que soit mis en place une loi de finances rectificative pour corriger les équilibres. Donc, il stabilise. Le budget 2021, c'est lui qui va commencer à porter cette ambition. L'ambition de relance économique. Et donc, c'est à partir de ce niveau que vous allez effectivement voir la programmation, le début de la programmation de tous les programmes d'investissement en cours d'achèvement, l'amener à achèvement, l'achever. Parce que c'est la poursuite, je vous ai dit, c'est la poursuite d'une programmation, c'est la poursuite d'une stratégie. On va poursuivre la programmation des investissements en cours pour les amener, pour les achever. Voilà, dans les 3 ans qui suivent. Alors, et pour pouvoir donner une lisibilité à l'action publique. C'est la première ambition pour que ces changements que nous souhaitons, ces investissements dans les domaines qui ont été cités tout à l'heure, dans les domaines, les domaines porteurs, les secteurs porteurs de l'eau, de l'énergie, etc., le secteur de la route et le secteur des autres investissements, des autres secteurs d'opportunités qui ont été cités, la pêche, l'agriculture, l'économie forestière également, et le numérique, tout ça, c'est au travers des interventions qui seront faites dans la loi de finances 2021. Donc une politique budgétaire au bénéfice des populations. Et cela rentre bel et bien dans la nécessité de réforme de différents secteurs, c'est-à-dire à plusieurs niveaux. Sinon, les réformes sectorielles, c'est bien celles que vous évoquiez à l'instant. Bien sûr. La pêche, bien sûr. Le tourisme. Bien sûr. Il y a des mesures de gouvernance, mais il y a aussi des dotations budgétaires qui permettent de réaliser, d'accompagner ces secteurs, de soutenir ces secteurs. Alors, on parle de relance économique. Difficile de relancer véritablement l'économie d'un pays sans une gestion parcimonieuse de la dette. Et là, certainement, c'est votre domaine. La dette au Gabon, quelle est-elle véritable? C'est un véritable nœud gordien. Elle suscite beaucoup de débats et d'intérêts. À quelle hauteur s'élève finalement cette dette et comment est-ce qu'elle est gérée, Monsieur le ministre? Bien sûr. Nous, vous pourrez compléter, monsieur. Oui. Nous sommes dans un programme, je vous ai dit tout à l'heure que depuis 2009, on a une stratégie. Il y a un schéma national directeur d'infrastructure. Il faut investir pour transformer notre économie et pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Pour investir, il y a tout investissement, il y a 2 sources de financement. Il y a vos recettes budgétaires, il y a de la dette, enfin des recettes extérieures d'emprunt. Aujourd'hui, tous les investissements qui ont été réalisés pendant cette période de 2010 à 2014, on l'a vu, les infrastructures sportives, les routes, etc., tout ça, ça a été fait au moyen des recettes budgétaires et d'un appui également extérieur. Nous avons, la dette aujourd'hui, elle est de 5,6 à peu près, 5,600 milliards. Dont, moins de 6 milliards. Voilà, dont 30%. 30%, donc 1,600 en intérieur. Nous avons, voilà, ça fait globalement 66%, le ministre le dira, un peu de notre richesse nationale. Il y a eu tous les débats. Tous les débats, et d'ailleurs ce matin, en réunion au comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale ce matin,
les débats ont également été focalisés là-dessus, sur des questions d'endettement. Alors, monsieur le ministre, puisque nous parlons d'endettement, voilà. Puisque nous parlons d'endettement, permettez-moi, vous allez prendre la parole tout à l'heure. On parle d'endettement, de surendettement. Quel est le terme qui convient en ce qui concerne le Gabon? Non, on n'est pas surendetté. C'est juste une précision pour mieux appréhender les différents termes. J'y arrive. Nous avons un stock de la dette. 5 600, c'est le stock de la dette. Ça veut dire c'est la dette, c'est toutes les émissions moins tous les remboursements. À ce jour, c'est 5 600. D'accord. La dette, en tant que stock, est relative. Elle est souvent appréciée par rapport à la richesse d'un État. Le poids de la dette est apprécié par rapport à la richesse d'un État, par rapport à la capacité d'un État à créer de la richesse. Et pas par rapport aux souffrances des populations. Pouvoir d'achat. Le rôle de la dette, je vous ai dit, une bonne dette, c'est celle qui va pour créer, pour appuyer un investissement. Voilà, un investissement. Et il est évident que lorsque vous vous endettez pour consommer, ça c'est une dette qui posera quelques problèmes au niveau des remboursements ultérieurs. La dette, c'est pour soutenir des besoins de développement. De développement et d'investissement. Voilà. D'investissement. Et donc, je disais que, et si vous investissez, voyez, toute l'économie, le ministre de l'économie l'a dit, le but de l'économie, c'est comment organiser les activités à l'intérieur pour créer la richesse nationale. C'est pour cela qu'il parle de transformation économique, de diversification, pour créer la richesse nationale. Et cette richesse nationale, vous avez vu, à chaque fois que vous avez la dette, elle est rapportée à la richesse nationale. Quand on parle d'une croissance qui va de 3,9 à 3,8, c'est que la richesse, la création, on montre le sens d'évolution, d'accroissement de la richesse nationale. Voilà. Et c'est ça ce taux-là. 70% aujourd'hui, c'est le seuil communautaire au niveau de la CEMAC. C'est-à-dire, on prend votre encours de dette, on le rapporte à votre richesse. On dit, lorsque ça excède 70%, c'est un seuil critique, etc. Je prends l'exemple d'un ménage qui est le vôtre. Vous avez une dette de 2 millions. On va dire, et un revenu de 500 000. Cette dette... Vous n'êtes pas loin de la vérité, monsieur le ministre. Cette dette est relative. Pour apprécier le poids de cette dette, il faut voir vos revenus. La même dette, 2 millions, si votre revenu passe à 700 000, elle n'a plus le même poids. Si votre revenu passe à 1 million, la dette n'a plus le même poids. Si le revenu passe à 1,5 million, cette dette n'a plus le même poids. Et si votre revenu se dégrade également, elle n'a plus le même poids. Donc il faut surveiller. Ce que nous devons surveiller, et surtout, c'est l'accroissement de la richesse nationale. Voilà. Il ne faut pas que la dette croît plus vite que notre richesse nationale. Et c'est pour cela que la plupart des grands pays sont des pays en termes de stock, très endettés, mais en termes de richesse nationale, ça ne représente rien. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes à 66%, on s'approche inexorablement du seuil. Ça veut dire que c'est un seuil d'alerte. Et aujourd'hui, nous devons avoir un scénario de développement qui permet de maîtriser notre endettement et de nous orienter vers d'autres sources de financement. Voilà, et pour enchérir sur la question de Patricia, est-ce que le Gabon... C'est une préoccupation des populations. Oui, monsieur le ministre, pour enchérir justement avec la question de Patricia, est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est également au vu de certaines réactions de compatriotes, économistes de surcroît, qui disent que malgré le fait que le Gabon croule déjà sous un certain poids, d'une certaine dette, vous avez démontré que cela dépend des richesses également, mais malgré cette dette, on continue de s'endetter, on continue d'emprunter. Et eux, ceux-là, pensent que comment sortir, comment relancer l'économie si on continue Je pense que, je vous ai dit tout à l'heure... Est-ce qu'on peut s'en sortir? Et je pense que le ministre de l'économie va le compléter tout à l'heure. Vous avez un programme d'investissement. Vous avez une population qui s'accroît. Vous devez construire des écoles. Vous devez construire des routes. Vous devez construire des dispensaires. Et vous n'avez que des revenus budgétaires. Ça veut dire, soit vous levez l'impôt
pour pouvoir créer, faire face à ce type de dépenses-là, soit vous cherchez des sources alternatives de développement. Et parmi les sources, la dette, c'est un moyen de financement. Mais ce n'est pas le seul. C'est pour cela que dans le discours, et d'ailleurs, je l'ai entendu dire ici, il y a des sources innovantes de financement de l'économie. On va en parler. Et on va en parler tout à l'heure. Monsieur Donc le la ministre, dette, aujourd'hui, Le Gabon peut s'en sortir. C'est bien cela, monsieur le ministre? Non, lorsqu'on est à une difficulté, vous voyez, J'ai l'impression que ma question n'a toujours pas eu de réponse. Aujourd'hui, la difficulté qui est la nôtre, c'est la baisse de nos ressources. Okay. Lorsque vous avez une dette, un service de la dette, vous avez, de par la crise, vos ressources qui baissent. Bien entendu, il faut avoir un comportement vis-à-vis de cette dette. Le premier comportement, c'est de la renégocier. Voilà. Pour l'étaler, pour revoir le profil de votre endettement. Un rééchelonnement. Avec voilà. Deuxièmement, c'est la refinancer sur le marché. Et c'est ce qui a été fait par le ministère, par le gouvernement en 2020 avec le gros emprunt. C'est-à-dire vous rachetez votre propre dette à des conditions plus favorables, etc. Lorsque c'est la dette du marché. Monsieur la le troisième, ministre, et oui. ça c'est le voilà, Allez-y. ça c'est le deuxième point, la troisième, et c'est ce que nous allons faire dans la dette intérieure justement, c'est de pouvoir la restructurer, le club de Libreville, vous le voyez, pouvoir restructurer pour adapter les échéanciers aux capacités des trésoreries actuelles. Donc voilà un peu les éléments qui permettent le Gabon à une dette, effectivement, un encours qui est encore au-dessus de seuil, qui doit être surveillé, qui doit être, mais qui n'est pas un frein, qui doit être de plus en plus orienté vers des besoins réels des populations. Nous l'avons vu pendant le Covid, tous les emprunts qui ont été faits pour aménager, réaménager et renforcer les plateaux techniques. Jean-Marie Ogandaga, vous vouliez enchérir? Merci, Martial. Hier, je l'ai dit quelque part ici à la radio, que la dette n'est pas toujours une mauvaise chose. Et lorsque j'entends les commentaires difficile à concevoir que l'on dit, on diabolise quasiment la dette. C'est comme si c'était une très mauvaise chose. La dette est un instrument. C'est un instrument de financement de l'économie. Quand vous faites votre budget en ressources, c'est-à-dire vous prévoyez, j'aime toujours donner des exemples de ménages. Monsieur Tchibinda, vous êtes l'État gabonais. Vous avez vos ressources. La ressource, c'est votre salaire. C'est peut-être vous avez une petite boutique ou peut-être un bistrot, vous avez d'autres choses qui vous apportent de l'argent. C'est ça votre revenu. Le revenu, c'est l'ensemble de tout ce que vous gagnez. Mais en face, vous avez des dépenses. Et la dépense, c'est ce qu'on appelle la charge. Sur le plan budgétaire, nous avons la ressource d'un côté, la charge de l'autre. Mais il y a des charges dites charges incompressibles. C'est que quoi que vous fassiez, vous devrez y faire face. Dans la maison, les charges incompressibles, si vous êtes locataire, c'est la location. La deuxième charge incompressible, c'est l'eau et le courant. Vous pouvez dire à la limite que je ne peux pas aller boire un pot le soir, mais vous ne pouvez pas ne pas payer l'eau et le courant. Vous ne pouvez pas ne pas acheter la nourriture pour vous nourrir et nourrir vos enfants. Vous ne pouvez pas ne pas payer le transport de votre transport pour aller au travail et le transport de votre époux si elle travaille et le transport de vos enfants pour aller à l'école. Vous ne pouvez pas ne pas acheter les fournitures. Voilà ce qu'on appelle des dépenses incompressibles. OK? Mais en face, M. Tchibinda gagne avec des loyers. Avec la Covid, ces loyers ne sont plus payés. M. Tchibinda avait un bistrot. Je vous prends ici des exemples concrets pour que vous compreniez pourquoi on va à la dette. M. Tchibinda avait un bistrot où il avait le temps il se retrouvait le soir avec des amis, ça lui rapportait de l'argent. Fermé. Votre revenu mensuel qui était d'1 million, parce qu'il y avait 300 000 francs qui vous venaient du bistrot, vous aviez 200 000 francs qui vous venaient d'autres activités et 500 000 francs qui vous viennent de votre salaire que vous verse la RTG.
avec la Covid, vous avez un bistrot fermé, plus de 300 000, les salons sont fermés, il ne vous reste que 500 000 francs. Mais en face, vous êtes toujours locataire. C'est lui, votre maison, vous devez payer 200 000 francs par mois. En face, la SCG ne vous fera pas cadeau de l'eau et de l'électricité. Vous devez aujourd'hui, avec le téléphone, vous devez payer le téléphone. Vous devez payer la nourriture. Ce qu'on appelle dépenses incompressibles. Toutes ces dépenses, c'est 1 million de francs CFA. Qu'est-ce que vous faites? Deux choses l'une. Soit vous accumulez la dette vis-à-vis de votre fournisseur, de votre bailleur. Vous direz, mais quand je serai à meilleure posture, je vous paierai les 200 000 francs. Vous allez négocier avec la SCG, mais la SCG ne négocie pas, coupe le courant à la fin du mois. Et comme nous avons des compteurs EDAN, si vous n'avez pas de quoi acheter EDAN, vous êtes dans le noir. Ou bien vous n'avez plus de l'eau. Tout ça, je vous donne là le cas d'un pays. Donc on n'a pas d'autre choix que de s'endetter. Conséquence, vous êtes obligé de vous retourner vers vos amis habituels, c'est-à-dire les institutions auprès desquelles vous êtes des membres, parce que nous sommes membres du FMI, nous sommes membres de la Banque mondiale, nous sommes membres de la BAD, nous sommes membres techniques, justement, non, les partenaires au développement. Partenaires au développement. Non, attention, c'est partenaires au développement, parce qu'ils nous accompagnent pour nous développer. Et avec un taux d'intérêt tout de même. Mais écoutez, ces partenaires, ce n'est pas des philanthropes. Même vous, quand vous allez vous endetter chez Patricia, elle va vous dire, mon cher, pendant ce temps, je ne dois pas mettre 100 000, mais tu me rembourseras quand même avec un petit intérêt. Tu me donneras, si tu es peut-être 100 000, mais tu me donneras 110 000 francs. D'accord. Donc, l'argent appelle l'argent. C'est pourquoi on dit, on est prêtre qu'aux riches. Donc, à partir de ce moment, nous disons, la dette du Gabon est soutenable. Pourquoi? Parce que les critères macroéconomiques du Gabon sont stables. Nous faisons face en ce moment à un problème de trésorerie. Nous produisons le pétrole. N'est-ce pas? Nous produisons le bois, nous produisons le poisson, nous produisons beaucoup de choses. Mais il se trouve que ceux qui nous achètent ces produits n'achètent pas. Et même s'ils achètent, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bateau. Et nous ne produisons pas en quantité industrielle, non, monsieur nous le produisons en quantité industrielle. L'autre pétrole est produit en quantité industrielle quand même. Le bois est produit en quantité industrielle. Le manganèse est produit en quantité industrielle. Et d'autres produits sont produits en quantité industrielle. Bon, c'est peut-être, si vous me parlez du manioc, oui, on ne produit pas le manioc en quantité industrielle, c'est pourquoi nous l'importons du Congo. Mais d'autres produits, nous sommes quand même leaders dans l'exportation de pas mal de produits. Mais malgré ces capacités, aujourd'hui, il faut que quelqu'un vous achète le pétrole. Il faut que quelqu'un vous achète le bois. Il faudrait que quelqu'un vous achète ces personnes-là, ces États, tant qu'ils ne vont pas relancer aussi leurs demandes. Nous, on aura tous les stocks, on ne pourra pas vendre. C'est pourquoi nous disons que nos paramètres économiques sont stables. Alors, monsieur le ministre, les paramètres économiques du Gabon sont stables. Oui. Aujourd'hui, quelles sont les répercussions au niveau des populations gabonaises quand on sait qu'aujourd'hui, le chef de l'État attend du concret pour améliorer justement ces conditions de vie des populations? Vous le savez, madame Patricia. Je pose la question, nous ne savons pas. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait? Le chef de l'État, face à la Covid, nous a doté des laboratoires ultra modernes. Aujourd'hui, je crois que nous devons être parmi les pays rares où le test PCR, vous le faites aujourd'hui, le soir, vous avez le résultat. Ça, il faut le compter, madame. Et quand vous regardez au niveau du recul de la pandémie ne recule pas parce que nous sommes en train de boxer contre elle. Non, la pandémie recule, c'est parce que nous avons pris, le chef de l'État a pris des mesures idoines, a pris de très bonnes mesures. La création des hôpitaux, des laboratoires du style professeur Daniel Gaouma. Cette performance, elle est à saluer. Nous avons aujourd'hui, il a dit, le ministre, que l'investissement que nous avons fait depuis 2009 nous a amené à avoir des CHU modernes. Il y a effectivement ces investissements et ces actions sur le plan social et sanitaire. La question de Patricia relevait effectivement, est-ce que oui, les Gabonais doivent le ressentir dans leur pouvoir d'achat en fait? Dans le pouvoir d'achat, ça n'amenuit pas le pouvoir d'achat. Ça n'amenuit pas le pouvoir d'achat. La preuve, c'est que nous faisons tout pour que les salaires soient payés chaque fin du mois. Est-ce que votre salaire a diminué depuis qu'il y a la pandémie de la Covid-19? Non. Vous l'avez toujours. Et moi, je l'ai. Lui, là, nous avons notre salaire. Première question. Le chef de l'État a demandé de préserver les acquis sociaux. Tout ce qui est dû au social est préservé. Nous avons diminué d'autres postes de dépenses, mais pas les dépenses qui vont vers l'homme. Vous avez vu que pendant la Covid, le chef de l'État a demandé que le transport soit gratuit. Transurb a démarré son activité avec la gratuité du transport.
Ça, c'est très important. Vous avez vu la distribution. Nous savions que l'une des armes pour lutter contre la Covid, c'était de l'eau. Vous avez vu le déploiement dans toutes les villes, pour ne citer que Libreville et le Grand Libreville, de l'action de la SCG pour donner de l'eau, même là où il n'y en avait pas, avec les citernes. C'est pour les populations. Et tout ça, ça a un coût. Vous avez vu que pour ce qui est de la CNAMGS, des efforts ont été faits pour que la CNAMGS prenne en charge tous les malades de la Covid. Donc, tout ça, c'est pour les populations. Mais pas toutes les populations qui en bénéficient, monsieur le ministre. Mais, madame, c'est vous qui le dites. Nous, l'action est faite pour les populations. C'est un constat, monsieur le ministre. L'action est faite pour les populations. Est faite pour les populations. Maintenant, entre l'action publique et la façon dont vous et moi, nous travaillons sur le terrain, vous n'allez pas l'imputer cela au gouvernement, ni au chef de l'État, ni au Premier ministre. C'est que les pratiques, c'est pour cette raison que nous battons pour les bonnes pratiques. Si ce n'est pas arrivé, ce n'est pas parce que l'intention n'y était pas. L'intention était de bien faire. Malheureusement, nous avons des mauvaises pratiques, des mauvaises habitudes qu'il faut combattre aussi. Ça rentre justement dans le débat et dans le changement structurel dont on parle. Parce que le changement structurel pour lancer l'économie, ce n'est pas seulement changer un bâtiment. La première structure que nous devons changer, c'est une structure mentale. Il faudrait que les structures mentales changent. Il faudrait que l'on sache que ce qui doit aller, ce qui est des pouvoirs publics, doit aller pour résoudre un problème public. Et ça ne doit pas être personnel. Il faut faire un distinguo entre ce qui est personnel et ce qui est public. Alors, on n'a pas pu aborder... Monsieur le ministre également, vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, et pour vous permettre d'aller dans la continuité, parce qu'il y a d'autres aspects qu'on aimerait aborder et l'horloge tourne, le ministre de l'économie parlait effectivement de cette pandémie de la Covid-19 qui a amené un tant soit peu à un déficit budgétaire. Donc il y a eu peut-être un réaménagement ou un réajustement à cause de cette pandémie. Comment arriver à finalement une viabilité, parce que la viabilité a été mise à dure épreuve avec le niveau donc élevé, nous disions, du déficit budgétaire suite à la pandémie de la Covid-19. La pandémie de la Covid-19 a diminué nos ressources. Nous l'avons vu tout à l'heure. Et dans les réaménagements budgétaires, nous avons sanctuarisé tout ce qui est social. Tout le dispositif de protection sociale n'a pas souffert. Non, n'a pas été touché. N'a pas été touché. La CNAMGS, la CNSS. La CNSS. Tout le dispositif de sécurité sociale, de protection sociale. Et bien entendu, le renforcement de tout ce qui est sanitaire. Vous savez, la politique de redistribution sociale, la politique de redistribution, ce n'est pas seulement les rémunérations, c'est aussi tout ce qui est service public. Oui, mais la rémunération compte pour vivre au quotidien, pour se nourrir, pour payer son électricité, etc. Par exemple, le ministre Ogandaga parlait de ces loyers qu'on ne pouvait plus payer, mais malheureusement, il y a beaucoup de propriétaires de maisons qui, jusqu'aujourd'hui, semble-t-il, n'ont peut-être pas perçu la compensation promise par le gouvernement. Je vais vous répondre, Martial, parce que c'est mon département qui s'occupe de ces questions. Il se trouve que le chef de l'État a mis une mesure salvatrice, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui auraient perdu, je parle bien, qui auraient perdu leurs revenus de la suite des mesures prises par le gouvernement, il fallait que l'État vienne, pas se substituer, mais vienne aider les bailleurs qui ont des maisons d'habitation, à usage d'habitation, pas des maisons à usage industriel ou bien commercial, à usage d'habitation. Mais à une seule condition, c'est que les services chargés de faire le contrôle vérifient que ces déclarations sont vraies. Croyez-moi, nous avons eu des déclarations. Et lorsque les équipes sont parties sur le terrain, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Et les gens avaient déclaré des choses qui n'existaient pas. Donc, c'est de l'argent public. Le ministre vous l'a dit, c'est de l'argent public. Mais lui, il doit rendre des comptes à la Cour des comptes plus tard, à la fin de cette opération. Nous devons rendre compte à l'Assemblée nationale de l'utilisation de ces ressources. Mais imaginez-vous que le Gabon est un pays de verre, que nous venions à payer des loyers à M. Tchibinda alors qu'il n'a pas de maison. Mais d'ici demain, on vous dira, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous payez à M. Tchibinda alors qu'il n'a pas de maison. Donc, il y a une action de contrôle derrière. C'est pour cette raison, étant entendu que ces personnes
que ces personnes ne sont pas déclarées à la direction de la concurrence, qui est compétente en la matière pour tout ce qui est loyer, mais nous sommes là dans une opération déclarative qui avant de payer, demande qu'on aille sur le terrain vérifier la véracité de l'allocation. Est-ce qu'elle se poursuit cette opération? Elle se poursuit, madame. Elle se poursuit parce que tant que tous les secteurs n'auront pas ouvert, surtout les secteurs impactés, nous ne pouvons pas nous arrêter, puisque c'est une mesure que le chef de l'État a prise pour amoindrir le choc au niveau des foyers. Un engagement. Patricia, est-ce qu'on peut parler de financement innovant? Justement, parlons de financement innovant, monsieur le ministre. C'est déjà quoi ce terme, un financement innovant? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette notion, ce terme? Vous-même, vous l'avez abordé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Pour financer ses besoins, l'État recourt à des financements classiques, on l'a vu tout à l'heure. Il peut lever l'impôt, il peut avoir une taxation spécifique. Exact. Ça, c'est des financements classiques. Il peut aussi, on l'a vu tout à l'heure, s'endetter pour couvrir ses besoins de financement. Nous l'avons vu là dans le cadre du Covid avec ces financements rapides, ces appuis budgétaires du Fonds monétaire international qui ont permis d'équilibrer ce budget. Ça, c'est des financements traditionnels. D'accord. Même si la dette est importante, essentielle et utile lorsque elle sert au financement du développement, mais il n'en demeure pas moins que c'est une charge qui doit être contrôlée. C'est un niveau qui doit être contrôlé. Sa viabilité, sa soutenabilité doit être contrôlée. Pour éviter cet impact, et si l'État veut véritablement investir, il y a une urgence à investir dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, et sans recourir de façon inconsidérée à l'endettement, il y a d'autres voies. Il y a aujourd'hui un autre mécanisme. Il y en a plusieurs, mais nous mettons l'accent sur le partenariat public-privé. C'est-à-dire, concrètement? Vous voulez réaliser une route. Vous aviez au départ un choix, faire un emprunt. Aujourd'hui, vous décidez de vous associer à un partenaire qui, lui, vient pour faire la conception, pour faire la réalisation, pour faire la maintenance, pour faire l'exploitation et se rémunérer sur l'exploitation de, ça peut être le trafic, ça peut être le péage, ça peut être... Voilà. L'avantage de ce mécanisme, c'est quoi? C'est que, il ne perturbe pas à court terme votre équilibre budgétaire, même si il y a des facilités aussi que vous accordez. Voilà, sur le foncier, parce que c'est un partenariat. Mais il n'y a pas un impact budgétaire immédiat. N'est-ce pas là un endettement autrement? Non. Ce n'est pas vous. Non. Non, il se rémunère sur le trafic. Il se rémunère sur le trafic, sur le péage, sur, voilà, en général, c'est des contrats très longs, de 25 à 30 ans, etc., jusqu'à couvrir son investissement. Du genre qui totalement. sera mis en avant pour la Transgabonaise? C'est le schéma. C'est le schéma qui a été choisi pour la Transgabonaise. C'est le schéma qui est choisi dans le domaine de l'énergie d'ailleurs, pour les barrages Kingele, Aval. Alors, monsieur le ministre, à quel niveau ces financements dont vous évoquez, les financements innovants, devraient-ils contribuer à la relance de l'économie au niveau du Gabon? À quel moment? Ils financent un investissement. Cet investissement crée de l'emploi. Cet investissement, c'est une production. Il participe à la création, à la richesse nationale, à faire progresser la richesse nationale, à progresser. Il y a des revenus qui sont distribués, etc. Ces revenus donnent lieu à la consommation. Cette consommation, il donne lieu à la perception d'impôts. Donc, il crée, il participe à accroître le patrimoine finalement de l'État, à accroître la richesse de l'État. Donc on peut impacter. Comment garantir à court terme que justement les Gabonais ressentiront cet impact? En tout cas, il n'y a rien de compliqué. Il vous l'a dit, les financements innovants, déjà il faut savoir que c'est un levier.
financier, un levier financier qu'un État peut utiliser pour éviter d'utiliser l'emprunt, comme il vous l'a dit, éviter d'utiliser le financement classique de notre budget, que l'impôt et les ressources douanières. Ça, on met de côté. Il vous a parlé de PPP, partenariat public-privé, mais il y a d'autres types de financement. Il y a la concession, par exemple, d'une route. Je vous construisais la route. Moi, État, je n'ai pas d'argent. Je vous dis, je vous donne le foncier. Le foncier, c'est le tracé de la route. Vous construisez la route d'ici, qui va d'ici au Cap Esterias. Je suis du Cap Esterias. Pour y aller, je suis obligé désormais de payer. Et d'ailleurs, cette route du Cap Esterias avait un péage, vous vous souvenez, là où il y a le ballon d'or. L'endroit s'appelait péage, n'est-ce pas? Pourquoi le citer péage? Parce que là, toute personne qui rentrait, qui sortait de ce qui est devenu Akanda aujourd'hui, devait s'arrêter avec sa voiture et payer. Mais ces paiements, c'était pour faire quoi? Pas pour aller enrichir la caisse du trésorier au Songo à l'époque. Non, c'était pour faire en sorte que ce qui était payé refinance la route. Que ce qui était perçu serve à entretenir la route et à rembourser l'exploitant. D'accord. Premier financement innovant. Financement innovant, vous avez quoi? Vous pouvez également décider, dans le cadre de la mise en place d'un investissement, de vous dire, moi j'apporte le foncier et toi tu viens bâtir un bâtiment comme celui-ci et toute personne qui s'installe paie un loyer. Et ce loyer ne rentre pas totalement dans la caisse de l'État. L'État ne prendra que sa petite part et l'autre part servira à rembourser l'investissement et à entretenir ces bâtiments. Vous voyez bien que ce n'est pas de l'emprunt, l'État ne s'est pas endetté. Deuxièmement, ce n'est pas non plus du budget de l'État qu'on a pris ces ressources. Et ça, le même objectif. Et ça, le même objectif, c'est, et dans ces bâtiments, vous allez travailler ici, vous allez percevoir un salaire, ce salaire permettra de payer votre maison et de vous réaliser. En un mot, on crée de la richesse sans que ça ne sorte de la poche directement de l'État, comme nous le connaissons aujourd'hui. À côté de cela, il y a la reconversion des dettes. L'État s'est endetté auprès d'un organisme international. Et comme le Gabon fait partie du deuxième poumon du monde, parce qu'il y a deux poumons du monde en matière d'écosystème du monde, nous avons l'Amazonie et nous avons le bassin du Congo. Le Gabon fait partie du bassin du Congo et tout le monde entier doit protéger justement cet écosystème. Parce que, imaginez-vous, si les autres pays du monde nous disent de ne pas couper les arbres, de ne pas raser notre forêt, il faut bien qu'il y ait une compensation. Et si le Gabon s'est endetté, comme c'est le cas de la reconversion des dettes, parce qu'il y a eu un accord de reconversion des dettes avec la France a décidé justement d'investir cet argent, au lieu que le Gabon rembourse la France, mais tout ce que le Gabon devait rembourser rentre maintenant dans la protection des animaux, dans la protection de l'environnement. C'est aussi ça, une forme de financement innovant. Au lieu de rembourser, qu'on paye à l'extérieur, on ne sort plus de devises pour rembourser, mais ça reste sur place parce que ça permet de créer de l'emploi sur place, ça permet de protéger l'environnement, ça permet de protéger les animaux et ça permet en un mot de protéger notre vie à nous. Alors, Monsieur le ministre, les financements innovants, est-ce que cela fait partie, les 4 stades que nous avons construits lors de la CAN 2012, est-ce qu'on peut prendre cela en exemple étant comme des financements innovants? Ça, c'est des financements République gabonaise. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie qu'on peut mettre en place pour pouvoir justement capitaliser ce qu'on aura construit au niveau de ces stades? Bien sûr. Là, c'est le budget Qu'est-ce qu'on fait exactement à ce niveau? Là, c'est le budget qui prend le relais. Là, c'est l'entretien. L'entretien des stades. Donc, c'est une charge qui est une charge budgétaire, à moins de les mettre en concession, comme a dit, voilà une délégation de services pour que ça soit exploité. Alors, on l'a compris. Mais le dernier point. Oui, allez-y, rapidement. Le dernier point, rapidement, sur les financements innovants, sur comment faire progresser notre richesse nationale. Il y a aussi les investissements directs étrangers. Dans la plupart des pays. C'est ça. Lorsque vous allez en Europe, en France, plusieurs choses. Il faut permettre aux investisseurs étrangers de venir investir. Ce n'était pas le cas encore Quand au Gabon? Si, mais il faut amplifier. Améliorer le climat d'affaires. Oui. Améliorer la facilité à faire les affaires. Et je pense que c'est ça. Vous nous tendez la perche également, ce sera le dernier point. Patricia l'a effleuré tout à l'heure. Vous parlez d'améliorer le climat des affaires. Cela passe également par, surtout aussi,
et c'est un aspect dont le chef de l'État a à cœur, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Patricia l'évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce qui est fait, et c'est le dernier pan, au niveau de l'économie, du budget, surtout pour assainir ce milieu-là, lorsqu'on parle encore de malgouvernance, de détournement de fonds, publics. parfois Patricia parlait certains hauts cadres de la République dans le mode de vie. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui va être fait? Même si Mamba a encore frappé il n'y a pas longtemps, là. Je pense que tout ça s'articule autour de la commande publique. La commande publique. C'est-à-dire de la dépense. Voilà, de la commande publique. Tous les investissements que nous avons cités tout à l'heure, tout ce qui a été repris, les investissements dans le domaine structurant, agriculture, route, tout ça s'est traduit par une commande publique. Donc, des contrats d'achat de feuilles, des contrats de biens, des contrats de services, des contrats de travaux. Comment prévenir les détournements? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on y arrive. Le premier principe que nous voulons appliquer, que nous voulons faire appliquer, et Madame le Premier ministre l'a rappelé fortement dans sa déclaration de politique générale, c'est privilégier les appels d'offres. Privilégier la transparence. Dans la transparence, Monsieur le ministre? Oui, privilégier la transparence. Il faut le faire. Jusqu'aujourd'hui, et il est connu, il y a un rapport, le rapport de la Banque mondiale, le rapport sur l'évaluation des investissements l'a démontré, plus de 80% de l'investissement est fait de gré à gré. Il est clair qu'il y a là des aspérités, il y a là des points de faiblesse qui peuvent concourir, qui peuvent entraîner ce type de comportement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut aller vers le code est clair, il faut aller vers ce type de conclusion de marché déjà. Donc, un, c'est renforcer la transparence des marchés publics par les appels d'offres, l'ouvrir, donner accès à tous, à la commande publique. L'égalité de traitement dans la commande publique. C'est ce que les textes disent. Et adieu la corruption, la malgouvernance. On n'aura pas corruption zéro. Aucun les entreprises locales aussi. Aucun pays n'a corruption zéro aujourd'hui. Le chef de l'État veut en arriver à corruption zéro. Non, nous voulons, c'est une volonté. Les mécanismes sont mis en place pour y parvenir. C'est une volonté. Il faut déjà aller dans la transparence des marchés publics. Transparence des marchés publics, égalité, voilà, transparence dans le processus d'attribution de marché. Puisque vous avez la parole, nous allons vous permettre de conclure. Oui. Deuxièmement, transparence dans l'exécution, c'est-à-dire dans les règlements, la procédure, la chaîne. On peut avoir une idée en quelques mots, Monsieur le ministre, de cette procédure, comment elle va s'effectuer pour les marchés publics, justement. Nous allons soumettre, lorsqu'on veut construire une école, nous allons soumettre, faire un cahier de charges de ce qui va être fait, et nous allons lancer l'appel, la souscription, l'appel d'offres pour toutes les entreprises qui remplissent les conditions, bien entendu. En privilégiant les entreprises locales. En privilégiant les entreprises, oui, mais surtout avec une dimension effectivement des PME à l'accès à la commande publique. Alors, puisque vous avez la parole, on vous permet de conclure. Le ministre de l'économie conclura juste après. Nous avons parlé de la relance de l'économie, ce que le gouvernement entend faire, la gestion de la dette, les investissements innovants, également la bonne gouvernance. Que dire au terme de cette émission, même si on n'a pas tout évoqué, hein. Au terme de cette émission, cet échange commun à la relance économique et à l'examen de la dette. Nous voulons dire que l'ambition du gouvernement, c'est véritablement de transformer notre économie, véritablement de faire progresser notre richesse, véritablement de faire en sorte que la programmation des investissements, les investissements qui sont prévus aillent à leur terme. Cela veut dire stabiliser leur programmation, cela veut dire suivre leur paiement, cela veut dire renforcer le contrôle avec les outils qui sont déjà mis en place, les outils existants,
et les outils qui viennent d'être créés, comme la haute autorité nationale à la vérification et aux audits, tous ces processus qui vont contrôler l'exécution de la dépense publique, sans compter, je vous ai dit, la Cour des comptes, les enquêtes parlementaires, et devront contrôler tout le processus, pas seulement l'argent. L'argent n'est pas seulement aux finances, tous les processus dans tous les secteurs, dans tous les ministères qui ont en charge la gestion aussi des données publiques. Jean-Marie Ogandaga, les Gabonais attendent beaucoup de la relance de l'économie et la résorption du chômage et tant d'autres difficultés encore. Que dire à ces Gabonais à la fin de cette émission? Ce que je peux dire aux compatriotes, c'est de nous faire confiance dans le cadre de la relance de l'économie. Relancer l'économie, je vous l'ai dit, c'est la transformation structurelle. Structurelle, cela revient à dire qu'il faudrait que nous ayons des entreprises qui créent de l'emploi. Parce que ce que chacun d'entre nous attend, c'est que créer de l'emploi, mais avant de créer l'emploi, il faut créer la richesse. La création de la richesse ne peut se faire de façon inclusive que s'il y a un climat apaisé. Climat apaisé, cela revient à dire que les investisseurs aient confiance à notre économie. Vous pouvez avoir toutes les conditions, mais si l'investisseur n'a pas confiance à ton système économique, n'a pas confiance à ton système juridique, n'a pas confiance à ta sécurité, n'a confiance à rien du tout, l'investisseur ne viendra pas. Donc, il faudrait que chacun d'entre nous travaille à stabiliser tous ces secteurs de telle sorte que nous attirions les investisseurs. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faudrait que nous sachions que créer de la richesse, c'est créer des conditions de pouvoir employer nos jeunes. Et c'est pour cette raison que le chef de l'État a mis l'accent sur les centres de formation professionnelle. Vous savez, sur 10 emplois créés au Gabon, aujourd'hui, les entreprises vous diront qu'ils ne trouvent pas la main-d'œuvre qualifiée. Donc, désormais, il n'y aura plus cette excuse parce qu'avec la mise en place des centres de formation professionnelle, nous aurons toutes ces qualifications pour faire en sorte que nos enfants soient bien diplômés et des diplômes qui mènent tout droit à l'employabilité et aux emplois qui seront créés par le système économique et industriel. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que tout l'écosystème est mis en place pour que nous puissions démarrer et relancer l'économie sainement, de telle sorte que nous ayons une économie qui crée de la richesse et une économie qui donne envie. Et qui soit stable. En tout cas, on vous souhaite bonne chance à tous les deux, chacun dans le champ de compétences qui est le sien pour satisfaire les Gabonais. Merci. Madame, Messieurs, nous étions donc avec les ministres Jean-Marie Ogandaga de l'économie et de la relance et Sostène Bangoy du budget et des comptes publics. Merci, c'est la fin de ce 3e numéro. Bonsoir chez vous.